Cette année est la dernière du centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est discutable ça. Comment ça? Disons que la guerre de 7 ans est tout aussi mondiale, et elle a eu lieu il y a plus de 250 ans. Attends, mais la Première Guerre mondiale, elle a impliqué tous les continents avec les colonies. Et une guerre qui a vu des batailles en Europe, en Amérique, en Inde, aux Philippines et même un peu en Afrique, t'appelles ça comment? Non, on n'a pas fait ça il y a 250 ans. Ah si, et ça a été plutôt sérieux, crois-moi. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre de 7 ans, qui a eu des conséquences immenses pour l'Europe et le reste du monde. Elle a eu lieu de 1756 à 1763 et a eu pour principaux théâtres d'opération l'Europe centrale, l'Inde et l'Amérique du Nord. Pas franchement facile à résumer comme guerre, je vous l'avoue. Je vais donc vous la faire en 2 vidéos, une sur l'Europe et une sur le reste du monde. Et on va commencer par l'Europe. Un peu de contexte ne fera pas de mal. L'Europe, au milieu du XVIIIe siècle, est quelque peu chamboulée. Après une guerre de succession d'Autriche qui n'a rien réglé des contentieux, le continent découvre de nouveaux acteurs et renverse ses alliances. Si la guerre de 7 ans est aussi illisible, c'est parce que chacun de ces acteurs a une vision et un intérêt propre malgré les alliances. Donc je vais vous proposer une lecture par pays. D'abord, il y a la Prusse. Lors de la dernière guerre, elle a su affirmer son indépendance et a même pris la Silésie à l'Autriche, une région riche et contestée. Mais elle se sent quelque peu isolée entre la Saxe, la Pologne, la Russie et bien sûr l'Autriche. Oui, parce que cette dernière ne pense qu'à une chose, c'est récupérer la Silésie et calmer la Prusse. Et elle a été quelque peu déçue par son allié naturel, la Grande-Bretagne. Naturel. Ça faisait un moment qu'ils avaient des intérêts en commun, c'est tout, Si la Prusse est la raison du déséquilibre, la guerre de 7 ans est pourtant bien un conflit franco-britannique. La France, trop heureuse de se rapprocher de la couronne d'Autriche, ne se fait pas prier. De son côté, la Grande-Bretagne et la Prusse se découvrent une étonnante accointance. Oui, parce que les Britanniques ont un problème très royal. Le roi actuel est également prince d'Hanovre. Et à l'époque, ça faisait mauvais genre d'abandonner une région comme ça. Du coup, ils ont besoin d'un soutien terrestre continental. Et ça tombe bien, la Prusse est là. Parce que leur vrai problème, c'est la France, qui commence sérieusement à les ennuyer dans les colonies. En effet, les colonies américaines sont à un point de tension maximum. Si les colonies françaises ne sont pas très peuplées, elles étouffent celles des Britanniques. Pareillement, en Inde, un jeu d'influence avec les seigneurs locaux commence à créer des frictions fortes entre Anglais et Français. La Prusse protégeant Hanovre, les Britanniques se sentent bien plus préparés à affronter les Français, ces derniers n'ayant pas une marine capable de tutoyer la Navy et ayant négligé leurs colonies, même démographiquement. La Russie, de son côté, est définitivement la puissance dominante à l'Est et sur la Baltique, et elle voit d'un très mauvais œil la montée en puissance de la Prusse et son alliance avec la Grande-Bretagne. Elle rejoint donc la France et l'Autriche. Ajoutez la Suède, la Saxe, la Pologne et Naples, et vous obtenez une Europe prête à exploser. Et comme d'habitude dans ce cas, elle explose. Se sentant en infériorité, la Prusse, avec Frédéric II à sa tête, décide de prendre l'initiative et envahit la Saxe en 1756. Elle la fait rapidement tomber, puisque l'armée de secours autrichienne est repoussée. Et le feu est mis aux poudres. Les Français surprennent la Navy en Méditerranée et prennent Minorque tout en envoyant une armée conséquente vers Hanovre. Les Français cherchent très clairement à prendre cette ville afin d'avoir un élément diplomatique de premier ordre à négocier avec les Anglais. Ils arrivent à la faire capituler en juillet 1757 et se tournent désormais vers Frédéric II pour lui mettre la pression, ce qui va très mal tourner. Ce dernier attaque Prague, mais les Autrichiens rebondissent bien et le forcent à retraiter après la bataille de Kolin. Les Russes s'avèrent incapables d'avancer à l'ouest, le roi prussien doit donc vite pallier aux attaques françaises et autrichiennes. Et il le fera avec brio, en gagnant coup sur coup les batailles de Rosbach et de Leuthen, que nous avons déjà traitées dans 2 vidéos. Je vous les laisse là, on a encore du boulot. En 1758, la Prusse commence à montrer ses limites. Son armée, bien qu'extraordinaire, est limitée en nombre d'hommes et n'a pas de réserve. Aucun de ses adversaires ne baisse les bras, ce qui force Frédéric II à aller d'attaque ennemie en attaque ennemie, essoufflant ainsi ses troupes et son royaume. Bien que victorieux à Zorndorf ou à Tarnau, ils finissent par craquer à Orkir.
Heureusement pour eux, les Autrichiens n'en profitent pas et les Français sont repoussés de Hanovre par une armée mercenaire. Londres, si elle n'a pas de troupes à proposer sur le continent, met la pression comme elle peut sur la France en finançant des armées mercenaires, la Prusse et en attaquant les côtes françaises. Il pille même Cherbourg, mais n'arrive pas à aller plus loin. On est à Cherbourg, il y a plein de parapluies. En tout cas, l'incapacité des Français à tenir Hanovre est un revers cuisant, ce qui va permettre aux Anglais de garder confiance et aux Prussiens de tenir le coup. Et ils en ont besoin avec ce qui les attend. En 1759, la Prusse ne sait plus où donner de la tête. Avec l'aide du ravitaillement autrichien, les Russes prennent enfin de la mobilité et les Prussiens vont de défaite en défaite. Oui, parce que les Autrichiens et les Russes ont la bonne idée de combiner leurs efforts. À Kunersdorf, en août 1759, Frédéric II est très clairement battu par une armée austro-russe qui voit la route de Berlin s'ouvrir devant elle. La Prusse aurait alors dû être définitivement vaincue. Sauf que les Autrichiens et les Russes ont la mauvaise idée de ne pas être d'accord. Mal coordonnés, ces derniers ne vont pas profiter de leur victoire et vont même laisser des renforts rejoindre Frédéric II. Pendant ce temps, les Français s'amusent. Incapables de remporter la moindre victoire décisive, les Français échouent à nouveau face à Hanovre, notamment à Minden, et perdent toute possibilité de contrôle maritime. Et qu'est-ce que les Français cherchent à faire quand ils sont complètement perdus dans une guerre? Ils cherchent à envahir l'Angleterre. Et qu'est-ce qui se passe quand la France cherche à envahir l'Angleterre? Ils échouent lamentablement et perdent leur flotte à Brest et à Toulon. 1759 est d'ailleurs vu comme une annus mirabilis par les Britanniques, tandis que les Français, eux, ils l'ont dans le... Ainsi, en 1760, la guerre est déjà jouée pour la France en Europe. Hanovre est sauve, et la guerre perd un peu en intensité puisque tous les belligérants commencent à subir les conséquences financières du conflit. Mais la Prusse reste sous la pression de la Russie et de l'Autriche. Frédéric II ne peut rien faire d'autre que de rester défensif, mais il tient bien la Silésie et la Saxe. En perturbant la logistique derrière les lignes ennemies grâce à des raids, Frédéric II se donne de l'air face à des armées un peu attentistes, et ce jusqu'en 1762, où va advenir ce qu'on appelle le miracle de la maison de Brandebourg. Dans la famille coup du sort... Au début de 1762, la Prusse est acculée. Elle ne peut plus tenir ni la Poméranie face aux Russes, ni la Silésie face aux Autrichiens. C'est alors que la tsarine Élisabeth Ier meurt. Or, son fils, le nouveau tsar Pierre III, est un prussophile qui fait immédiatement arrêter la guerre avec le traité de Saint-Pétersbourg et qui s'allie même à la Prusse. Bon, Pierre III sera écarté du trône par Catherine II quelques mois plus tard, mais cette dernière ne relancera pas le conflit. L'Autriche est alors isolée et ne peut plus rien faire pour obtenir une victoire décisive. En février 1763, la guerre est close avec le traité d'Hubertusburg. Voilà pour l'Europe. Une pause s'impose. Juste, notons que l'Espagne a rejoint la guerre aux côtés de la France en 1762. Ces deux pays envahissent conjointement le Portugal qui s'était allié à la Grande-Bretagne la même année. C'est des finesses diplomatiques. Bon, vous l'aurez compris, les Français ne réussissent rien dans cette guerre. Cette invasion sera un désastre inutile de plus. Mais ça aura quand même permis à cette guerre de créer des combats en Uruguay et aux Philippines. Ok. Je reviens. Ça va mieux? Oui. Puisque nous n'avons vu que la partie européenne de la guerre, nous allons principalement parler des conséquences européennes. En fait, territorialement, rien ne bouge. Le traité de Paris scellant la paix entre Anglais, Français et Espagnols concerne principalement les colonies. Mais cette reconnaissance de statu quo dans lequel est intégrée la Prusse fait de ce statu quo la norme. Si vous vous rappelez la guerre de 30 ans, on peut dire que la guerre de 7 ans instaure un nouvel équilibre dans lequel la Prusse est un acteur puissant. Et le principal perdant de ce nouvel équilibre, c'est la Pologne. Quoi? Mais t'en as pas parlé jusque-là, ça n'a pas de sens. Si tu regardes les cartes, tu comprendras. Depuis 1700, l'Europe de l'Est a vu deux acteurs devenir majeurs. La Russie, aux dépens de la Suède, et la Prusse, aux dépens de l'Autriche. Si cette dernière tient son rang, une réalité apparaît. L'Ouest ne peut plus intervenir sur la région, et cette dernière s'est dotée de ses propres arbitres. Ainsi, Prusse, Autriche et Russie mènent leurs propres balles, là où France, Grande-Bretagne et Espagne n'ont plus rien à dire. Trop occupé à se foutre sur la gueule. Et au milieu de ces trois pays, la Pologne, qui va se faire joyeusement dépecer. Politiquement très intéressant à analyser, mais je divague.
La Prusse, de son côté, gagne un prestige militaire énorme et va être copiée à travers toute l'Europe. Ce qui nous amène aux évolutions militaires. Frédéric II a démontré à une Europe qui recherchait jusque-là la masse de soldats qu'une armée plus petite et plus manœuvrière était bien plus efficace et percutante. Ce principe va d'ailleurs forcer chacune des puissances européennes à généraliser l'enrégimentation des troupes. Les organiser en régiments. En effet, la dispute entre l'ordre mince et l'ordre profond arrive à une conclusion révolutionnaire. Vous allez voir, il a fallu 1 siècle et demi pour y arriver. Il faut savoir faire les deux. Slow clap? Really? L'enrégimentation a pour intérêt d'habituer les troupes à manœuvrer avec les mêmes hommes. Entre 1000 et 4000 hommes, un régiment rassemble des bataillons, eux-mêmes composés de compagnies. Et une compagnie, c'est de l'ordre d'une centaine d'hommes. Chaque manœuvre commence alors à être pensée par soldat dans une compagnie, par compagnie dans un bataillon et par bataillon dans un régiment. Bon, bien entendu, cette idée est relativement vieille, mais la guerre de 7 ans formalise et généralise ce principe, faisant de l'infanterie un outil bien plus flexible et adaptable. Que diriez-vous d'un exemple ? Ici, une compagnie en ligne doit passer un défilé, tout en retournant à sa ligne ensuite et en permettant à chaque soldat de retrouver sa position initiale par rapport à la compagnie. Avec cette manœuvre, les troupes l'ayant apprise à l'entraînement, la compagnie conserve sa cohésion et est toujours opérationnelle. Et cette formalisation relance les attaques de l'infanterie sous le feu, que Frédéric II avait utilisées, non sans surprendre bien des observateurs. Bon, puis après il y a la France. L'armée française sort traumatisée du conflit. Une infanterie mal organisée, une cavalerie sans impact, une artillerie dont personne ne sait quoi faire, tout est à repenser. La remise en cause sera très profonde. L'après-guerre va accoucher d'un véritable bouillonnement intellectuel. Les bases de la division sont jetées, la formation et le matériel de l'infanterie sont repensés, et puis il y a le système Gribeauval. En effet, l'artillerie légère a montré son intérêt sur les champs de bataille, et le système Vallière des Français s'est montré totalement dépassé. C'est Gribeauval qui, malgré bien des critiques, va refonder l'artillerie française avec efficacité, créant un outil parfaitement adapté à la révolution militaire que Napoléon va apporter. Entre la mobilité, la standardisation des calibres et de la poudre, la réflexion d'emploi des différents modèles, on assiste au début de l'artillerie de masse moderne. Enfin, quelques mots sur l'aspect économique. Je garde le bilan humain pour la seconde partie. Au sortir de la guerre, la Grande-Bretagne et la France ont pratiquement doublé leurs dettes. La Prusse est en ruine, l'Autriche et la Russie sont essoufflées. Si la France accepte de continuer à s'endetter, la Grande-Bretagne, elle, augmente les taxes dans ses colonies, notamment américaines. Ce qui va clairement alimenter les velléités indépendantistes des colons, qui auraient préféré qu'on reconnaisse leurs apports dans cette guerre. On pourrait même proposer que la Révolution française advienne à cause de cette guerre. Les batailles ont été particulièrement meurtrières, et le tiers-état a très mal vécu le traitement dans l'armée par la noblesse. L'économie française étant durablement marquée par ce conflit, les bases sont jetées. Quand je vous disais que la guerre de 7 ans a des conséquences énormes, je me demande si on n'enseigne pas cette guerre à cause du ridicule de la France dans le conflit. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à attendre la deuxième partie parce qu'il reste beaucoup de choses à dire sur la guerre de 7 ans. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.